Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des rêves éveillés. Je suis Simba, créateur et organisateur professionnel de jeux d'aventure. Aujourd'hui, nous allons parler des jeux de rôle grandeur nature organisés en pleine nature. Pour ceux qui ne sauraient pas encore ce qu'est le jeu de rôle grandeur nature, je vous invite à écouter le premier podcast, La Brigue, le baptême du feu, qui décrit comment j'ai découvert cette activité. En quelques mots, très simplement, le jeu de rôle grandeur nature est une forme de théâtre interactif et continu, une aventure costumée dont vous êtes le héros, et qui vous plonge en immersion dans un scénario dont le dénouement ne dépend que de vos actions, et de celles des autres joueurs, éventuellement aussi des caprices des scénaristes. Si vous pratiquez l'activité, et que vous avez une définition plus efficace pour présenter le jeu, dites-le moi en commentaire, je suis preneur. Nous allons ensemble aborder un format d'organisation que je n'ai plus pratiqué depuis de bien longues années. En effet, l'organisation de jeux de rôle grandeur nature en pleine nature fut le premier format de jeu que je mis en place dans les premiers temps qui suivirent ma découverte de ce concept d'aventure immersive. Dans mon esprit, j'ai tendance à rattacher ce format d'organisation quelque peu à la préhistoire de mon expérience. Genre, à l'époque, on était rude, on savait se mettre à l'épreuve, nous n'avions pas tout le confort d'aujourd'hui. Il est vrai que quand aujourd'hui je rejoins ma tante impériale pour me coucher dans mon lit double place, que je suspends mon costume de viking ou de mage à son cintre, que je repense aux aventures vécues dans la journée, au moment où j'éteins la soufflerie chauffante et la lampe anti-moustique qui protège ma couche, avant de me glisser sous la couette, je me souviens qu'il n'en a pas toujours été ainsi, et qu'à l'époque, j'avais tout de même le cuir un peu plus épais. En fermant les yeux, satisfait de ne pas avoir eu à interpréter moi-même la créature visqueuse des marais, et en sentant mon corps s'enfoncer dans le moelleux tendre de mon matelas, je me souviens qu'il fut un temps où je me trouvais chanceux quand j'avais un sac de couchage, alors que je perdais connaissance, la tête sur un caillou, couché à même le sol, sur la terre d'une borie en pierre de moins de 2 mètres de diamètre. Vous aussi, vous trouvez que vous vous êtes un peu ramolli avec le temps et le confort ? Qu'en dites-vous ? Soyons un peu honnêtes les vieux, et racontez-moi en commentaire ce qu'il en est. Quand j'ai découvert le jeu de rôle grandeur nature, mon esprit était très occupé et très préoccupé par cette envie démentielle que j'avais profondément ancrée en moi de vouloir organiser et réorganiser des aventures. Un ami, un sage, possédait un terrain familial de plus ou moins 60 hectares, perché sur les hauts plateaux rocailleux qui surplombaient nos Alpes-Maritimes. C'était véritablement un endroit de merveilles et de légendes, un lieu, comme je pensais, qu'il n'en existait que dans l'imagination de mes jeux de rôle et de mes livres de fantaisie. On sentait en chaque pierre une histoire chargée de plusieurs millénaires de vies et de magie. De ce côté-ci, quelques tombeaux ligures si grands qu'ils semblaient abriter le corps de géants. De ce côté-là, des anciens murets de pierre ensevelis par l'épaisse mousse forestière. Le sol était chaotique et dangereux. 1 milliard de fois, nous aurions pu nous briser une cheville, un genou, un bras. Les bosquets de pins serrés laissaient place à de vastes étendues dégagées. Et alors qu'on ne s'attendait pas à les voir apparaître, s'ouvraient devant nous les dolines féeriques. Une doline, c'est un peu comme une colline, mais à l'envers. Au lieu de monter, de faire une bosse dans le paysage, elle descend, creuse dans le décor une sorte de cratère naturel que l'on retrouve un petit peu partout disséminé sur le terrain. Chacune d'elles formait à sa façon un abri idéal pour l'installation des camps de nos joueurs. Quelques prairies dégagées de rocailles
offrait des taches toutes propres au milieu des pierres grises, elles-mêmes percées par le temps. D'une part, une vue s'ouvrait sur les basses terres d'azur, perdant nos regards dans l'horizon de la merveille des bleus entremêlés, de la mer et du ciel. D'autre part, une immense falaise formait un mur à l'horizon, au-delà duquel nous ne pouvions qu'entr'apercevoir une partie des dômes de l'observatoire. Cela nous donnait l'impression de nous trouver au pied du grand mur bâti par les dieux, séparant le royaume de la basse terre des mortels de celle des immortels. Cet endroit fut clairement habité depuis la pré-antiquité jusqu'à nos jours. La première fois que j'ai visité ce terrain, il m'était impossible de stopper mon imagination construisant une mythologie fantastique, nimbée de mon amour pour l'Antiquité à chacun des détails sur lesquels mes yeux se posaient. Dans le décor apparurent quelques boris. C'était la première fois que j'en voyais. La borie est une sorte d'abri de berger, construit tel un igloo de pierres sèches, entassé sans liant, comme s'il s'agissait d'un ensemble fragile tenant en équilibre par un savoir-faire perdu, qui finalement avait traversé les siècles et l'histoire. Mon ami Olivier, qui est la personne merveilleuse qui m'offrit cette opportunité, me fit visiter par un accès discret une grotte cachée sur son terrain. Un gisement pour les dérabaïrs du plateau. Les dérabaïrs étaient les personnes qui exploitaient les puits d'argile pour aller les revendre aux potiers des collines. On accédait à la grotte par un avène. Il s'agit d'une sorte de puits, un passage vertical, mais praticable. Cet endroit, bien que fortement salissant, était une sorte de temple naturel. En son centre émergeait une source d'eau claire qui maintient un niveau d'humidité si féroce dans cet environnement de glaise qu'il en était difficile de ne pas s'en laisser dévorer les chaussures. Il est certain que ce terrain était dangereux. Et encore, je ne vais pas trop m'attarder sur le fait qu'en son centre siégeait, tel un roi, un immense gouffre dont on ne pouvait même pas entreapercevoir le fond. Mais peu importe les dangers, je fus tellement émerveillé par la puissance des enchantements dégagés par la nature du secteur que je ne pus qu'accepter sa proposition de mettre à notre disposition ce lieu haut perché pour l'organisation de nos aventures. Et cela plusieurs années durant. Peut-être, vous aussi, avez-vous un jour découvert un lieu qui vous a fait passer d'un monde, d'une réalité à l'autre? Ne soyez pas avare en rêveries. Partagez en commentaire avec nous vos découvertes inspirantes. Je n'avais aucune expérience dans l'organisation, pas seulement dans l'organisation de jeux de rôle en grandeur nature, mais dans l'organisation tout court. J'étais en train de devenir un créateur d'aventure, un maître de jeu, mais dans mes plans de départ, pas un seul instant, je n'avais saisi qu'il allait me falloir maîtriser tout un tas d'aspects logistiques et pratiques dont je ne pouvais me débarrasser et dont je devais impérativement intégrer les paramètres dès les prémices de création de chacune de mes aventures. Je vais, à travers le podcast d'aujourd'hui, essayer d'aborder les différents aspects que m'a imposé ce format de jeu de rôle en grandeur nature, organisé en pleine nature. Il y eut de nombreux autres terrains sauvages que j'allais exploiter dans le futur. Ces expériences allaient forger mon esprit et mes armes à la dure. Avant que le temps ne me laisse sombrer dans une forme de ludo-bourgeoisie confortable, portée par mon âge, plus quinquas que quadra. Commençons par ce qui est essentiel à la survie de la centaine de joueurs présents sur ce terrain d'aventure immersive. Il n'y avait qu'un seul point d'eau. Je veux dire d'eau courante, je ne parle pas de la source au fond de la grotte glaiseuse. 60 hectares de terrain et un seul point d'eau. Qui plus est excentré, au bout d'un sentier unique et étroit.
Les joueurs allaient finir par se rassembler ici comme les animaux de la savane autour de la dernière flaque résiduelle survivant à l'évaporation au milieu de la plaine. Cet endroit devait impérativement être un lieu hors jeu. Une décision difficile pour moi, car rien que le terme hors jeu laissait ressurgir mon eczéma. Pour moi, un joueur de jeu de rôle grandeur nature ayant démarré son aventure doit rentrer dans un jeu dont il ne faut jamais qu'il sorte, sauf bien sûr en cas d'extrême nécessité. Mon souhait le plus cher était de mettre en place des jeux d'aventure dans une ambiance immersive continue. Le souci étant que si je n'acceptais pas de concéder un peu de souplesse à mon projet, quelques brigands allaient finir par s'installer là et chaque joueur assoiffé finirait par se voir assassiné. Pour essayer de pallier à cela, de l'eau en bouteilles, en grande quantité et en jerrycan fut l'un des premiers investissements dans lequel nous allions réemployer l'argent de notre projet. De l'eau aux quatre coins du terrain et sur chacun des camps. Bien évidemment, il n'y en aurait jamais suffisamment, mais au moins cela offrait des jerrycans et des bouteilles que les joueurs pourraient péniblement remplir une fois séchés. Installer les camps dans les dolines était vraiment une belle opportunité. Déjà, les joueurs allaient se retrouver là, protégés des courants d'air beaucoup trop frais qui parcouraient les plateaux. À cette époque-là, la législation était un peu plus légère et il nous était possible d'aménager au centre de chacune de ces dolines un coin-feu qui allait permettre l'embrasement d'un foyer salvateur au cœur des installations de nos joueurs, tout autant que dans leur véritable cœur. Qui n'a pas connu l'importance de la camaraderie ressentie autour d'un feu de camp le soir venu, profitant d'une infusion de pins et de thym, réchauffant nos entrailles tout en partageant la façon dont on s'est fait ouvrir en deux dans la dernière bataille. Puisque nous étions avec nos pelles et nos gants à faire la préparation des camps, nous allions aussi en profiter pour creuser les toilettes sèches qui allaient régler le problème des besoins naturels. À l'arrivée des équipes de jeu, il nous fallait leur distribuer quelques fiches de consignes. Comment on fait et comment on gère un feu de camp. Et puisque nous y sommes, quel bois utiliser, pas seulement pour le feu, mais aussi pour les aménagements, les cabanes, les constructions improvisées par les joueurs dans la mise en scène du secteur qui, pour l'aventure, serait le leur. Des trucs tout bêtes du genre on n'utilise que du bois mort, on ne va pas couper la branche verte d'un arbre. Avec le temps, on a même réussi à investir dans quelques lots d'outils qui nous permettaient d'équiper un peu nos joueurs et en leur fournissant nous-mêmes la ficelle en crin de poney, réduisant ainsi les chances qu'ils finissent par employer des matériaux non biodégradables qui auraient pu abîmer nos belles forêts et endommager le terrain de notre ami, tout autant que l'estime qu'il nous portait. Ah, les dolines, une belle idée. Peut-être. Mais il est vrai que le propre de ce type de géographie, c'est que sur un plateau, on ne les voit pas beaucoup. Il y avait cette planque où on avait mis les elfes, une doline magnifique, entourée de plusieurs bosquets touffus. Malheureusement, les elfes eux-mêmes se perdaient souvent en essayant de retrouver leur camp, tant il était bien dissimulé au regard. Et puis, côté pratique, si les camps n'étaient pas bien gardés, il était aisé pour de belliqueux archers de se poster en surplomb de leur cible pour abattre les malheureux qui se seraient assoupis sans laisser sur un rocher en surplomb une vigie. Le terrain était très vaste. Lors des premières organisations, je pense que j'ai enchaîné plus de kilomètres à mon podomètre qu'il n'aurait pu les compter si j'en avais eu un. Je me souviens de ce moment béni de tous les dieux où l'une des organisatrices me suggéra
de déplacer sur le terrain les 2 canassons qu'elle chérissait tant et qui finirent par marcher à ma place, me transportant d'un bout à l'autre des 60 hectares sur lesquels nous nous étions répartis. Assez rapidement, nous avons aussi investi dans des talkie-walkie. Autant vous dire que la praticité de ce genre d'accessoires va de pair avec le fait que cela ne fonctionne qu'à leur bon vouloir. Je compris alors qu'il allait me falloir faire preuve de ruse dans la façon dont j'allais non seulement élaborer la dynamique de mes scénarios, tout autant que dans la méthode avec laquelle j'allais faire usage de l'équipe des braves organisateurs qui se mettaient au service de l'aventure. 60 hectares. Il y a quand même moyen de se perdre, et on est quelques-uns à s'être perdus pour de bon. Voici donc comment je décidai alors de structurer tant l'équipe que l'aventure. Le genre de méthode que, en grande partie, j'applique encore aujourd'hui. Tout d'abord, il y a la grande histoire, un scénario à l'événementiel inarrêtable que l'ensemble des participants vont devoir subir. Exemple, les forces du mal se rassemblent, elles sont plus fortes que chacun des autres peuples existants. Elles arrivent pour piétiner tout le monde. Avant l'arrivée de l'armée, il y aura les espions, les négociateurs, l'avant-garde des éclaireurs, puis le gros des troupes. Alors j'en parle maintenant. Qui va interpréter les antagonistes, les personnages de passage de notre histoire, ceux que nous appelons les personnages non-joueurs? Dans la plupart des jeux de rôle grandeur nature, il existe 2 inscriptions possibles. Soit je m'inscris en tant que joueur et je serai donc un personnage joueur, un PJ, soit j'ai droit à une inscription au rabais et à ce moment-là, j'incarne un personnage non-joueur, c'est-à-dire un PNJ. Je ne sais pas si c'est l'humaniste libertaire qu'il y a en moi, mais quelque part, ce concept m'a toujours dérangé. Genre, tu payes, t'as le droit à une aventure avec un bon scénar, t'es pauvre, tu n'as qu'à venir jouer le gobelin pour te faire poutrer par les aventuriers. Je comprends le principe, mais personnellement, j'ai préféré essayer d'aborder les choses différemment et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui. Dans les aventures de jeux de rôle grandeur nature que je crée alors, la mort du personnage était quelque chose de tout à fait possible. Un personnage mort devenait un fantôme. Un tissu blanc sur la tête et le visage et le tour est joué. Le fantôme doit alors rejoindre un lieu de repli central sur le terrain où se planquent les coordinateurs scénaristiques. Quand on est un fantôme, on ne peut communiquer qu'avec d'autres fantômes, avec des médiums ou des nécromanciens. Ce qui permet au passage de pouvoir balancer quelques informations. Une fois arrivé auprès de la coordination scénaristique, on enfile un costume de créature, de marchand, de troll ou de n'importe quoi dont on pourrait avoir besoin pour dynamiser un secteur ou l'autre du terrain ou du scénario. On paye sa dette en se réincarnant ainsi en personnage non joueur le temps d'une mission. Une fois cela fait, on recrée un personnage et on retourne dans l'aventure. Cette histoire de personnage mort me rappelle qu'un matin, au lever du soleil, nous vîmes arriver au point central un joueur complètement navré. Il nous explique alors qu'il faut qu'on se prépare à accueillir l'ensemble de son groupe et que nous devrions peut-être envisager de l'envoyer, lui, auprès d'autres joueurs. Il était responsable de la surveillance du camp durant le dernier tour de garde. Il s'est endormi à son poste. Les sombres assassins sont entrés dans le camp et ont massacré tout le monde, meneur de jeu inclus. Il était tellement dégoûté d'avoir été le seul survivant, endormi à son poste de garde, qu'il s'était lui-même donné la mort, histoire de ne pas rester le dernier survivant de sa caste.
portant sur ses épaules la responsabilité de la disparition de son équipe tout entière. Finalement, quand les joueurs sont arrivés, ils étaient morts de rire de toutes les histoires qu'ils avaient à raconter sur comment chacun avait réagi durant l'attaque de nuit. Les amitiés furent reformées et cela allait me servir pour interpréter le cœur battant de l'armée des méchants qui allait débarquer. Digression terminée, je reviens donc sur ma structure du jeu. Il y a donc un scénario événementiel que tout le monde va vivre. Les joueurs sont organisés en clans, en famille, en équipe. Chaque équipe aura un scénario qui lui sera propre. Par exemple, il y a ceux qui sont présents pour tenter d'unir tout le monde. Il y a ceux qui veulent bien aider, mais qui ont des comptes à régler. Il y a les ordures qui, en fait, sont là pour saboter la tentative d'unification, etc. Si le sujet vous intéresse, il me sera possible dans l'avenir de faire un podcast spécifique sur les différentes structures de dynamique scénaristique que j'ai développées au fil des années. Dites-moi en commentaire si ce type de sujet de transmission d'expérience et de savoir-faire peut vous intéresser. Puisqu'on en est à la structure des groupes, j'en profite pour dire que c'est là que je vais placer un encadrant de jeu, un meneur par équipe. Il n'est pas meneur de l'équipe, mais il est référent scénaristique. Chaque encadrant doit avoir une maîtrise totale des scénarios liés au groupe dont il est responsable. Il doit avoir une parfaite connaissance des spécificités inhérentes aux sous-groupes et aux individus qui le constituent. En effet, au sein de chaque équipe de joueurs, on va organiser des sous-groupes thématiques et ou scénaristiques. Par exemple, nous allons avoir la noble dirigeante, son prince protecteur et sa dame de compagnie d'une part. D'autre part, nous allons avoir le chevalier, son écuyer et les gardes. À cela, rajoutons le maître de chasse, son porte-flèche et l'elfe sylvestre qui lui sert de pisteur. L'alchimiste, l'enchanteur et son apprenti forment aussi un sous-groupe au sein du groupe. Le ménestrel, le maître-coq et le sénéchal forment le dernier de ces sous-groupes au sein de l'équipe. Chacun de ces sous-groupes va avoir sa propre dynamique de jeu, ainsi que des objectifs exclusifs qu'ils pourront partager ou pas avec les autres membres de leur équipe. C'est un exemple de structure simple qui permet de se faire une idée. Enfin, on va, tant que faire se peut, distribuer des scénarios individuels à chacun des joueurs. Ces scénarios sont parfois simplement configurés pour dynamiser une certaine ambiance ou contraindre à une certaine interprétation du personnage, tandis que d'autres sont plus complexes. Par exemple, le maître de chasse fut éduqué par le maître-coq. Il fut pour lui un très mauvais père. Il nourrit une rancœur importante à son égard. Il ne perdra pas une occasion de lui faire payer tout le mal qu'il lui a fait subir lorsqu'il était enfant. Le porte-flèche, raciste de haut vol, ne supporte pas les elfes. Il est bien heureux d'avoir un esclave elfique à son service. Il a bien l'intention de profiter d'une virée dans les bois pour lui imposer la révélation de l'emplacement du camp des elfes installé dans le secteur. Ainsi, il pourra y mener une petite expédition punitive durant l'aventure. L'elfe sylvestre, quant à lui, s'est volontairement laissé capturer par les chasseurs, car il doit retrouver au sein de cette équipe un personnage appartenant à la même société secrète que lui, les gardiens de la lumière éternelle. Il a un message important à transmettre, un ordre de mission sur lequel il devra l'accompagner. Le meneur de jeu est un point de référence que les joueurs doivent pouvoir consulter à chaque fois qu'ils en ont besoin.
Il faut donc lui trouver un rôle d'accompagnant qui le contraigne à rester le plus possible auprès de ses joueurs. Une fois par jour, une fois par soir, l'ensemble des meneurs de jeu rejoint la coordination centrale pour partager des informations, les réussites et les difficultés qu'ils rencontrent dans la dynamisation de leur équipe. C'est là que ça devient rigolo. Quand on joue sur un espace en pleine nature, il y a souvent ceux qui se perdent en chemin, ceux qui se font attaquer, capturer. Je reviens une fois de plus sur l'exemple des elfes, mais je me souviens de ce meneur de jeu qui fut obligé un soir de dormir dans une faille entre deux rochers, seul, avec pour seule couverture sa cape, car il s'était perdu dans la nuit et n'a jamais retrouvé le camp de ses amis longues oreilles. En plus des réunions qui sont indispensables à la coordination générale de l'événement, une partie de l'équipe de coordination passe son temps à tourner de camp en camp, histoire d'apporter un peu de soutien, un peu d'eau, et de s'assurer que tout va bien. D'où l'importance d'avoir des chevaux à ce moment-là. Jouer en pleine nature, ça n'est pas seulement faire face à un environnement vaste et dangereux. Le concept de la nature, c'est quand même qu'il y a des animaux qui vivent dedans. Quand on débarque, on dérange un peu tout ce petit monde-là et ça donne lieu à des scènes plutôt mémorables. Les renards, leur malice n'est pas un mythe. Ce sont des voleurs. Ils embarquent les sacs à dos, les besaces et autres sacoches, les vident, les fouillent, les dépouillent à la recherche de tout ce qui pourrait être grignotable. Et ce ne sont pas les friandises qui manquent. Les joueurs sont obligés de lutter continuellement pour protéger leurs provisions. Me revient à l'esprit ce joueur qui avait pris l'habitude d'attacher ses besaces de nourriture aux branches des arbres. Comme il continuait à se faire piller ses réserves, il finit par s'endormir sous les branches auxquelles il accrochait ses besaces. Quelle ne fut pas sa surprise quand au petit matin, alors que la brume courait encore dans les sous-bois, de constater que dressé sur ses pattes arrière, le surplombant sans gêne, une biche avait entré sa tête tout entière dans la sacoche en quête de son petit déjeuner. La présence des animaux donne aussi lieu à des moments d'enchantement. Comment vous décrire le bégaiement du clan celte quand une fois la cérémonie terminée, surgissant du bosquet, le grand cerf vient les saluer de ses hautbois, arc-boutant la tête pour bramer. Il y eut aussi ce pauvre berserker de presque 2 mètres que tout le monde craignait sur le champ de bataille et qui fut terrifié, se retrouvant captif de sa tente, tandis qu'un énorme sanglier surexcité grognait et reniflait toute la toile cherchant l'entrée. Des histoires de sangliers, ça n'est pas ce qui manque. Une nuit, un garde pétrifié vit son camp traversé par une harde entière. Il ne sut que faire, craignant s'il sonnait l'alarme, que le troupeau effrayé ne ravage le camp dans sa fuite, piétinant les tentes et ses alliés dormant à l'intérieur. Un jour, il y a même un jeune sanglier qui a passé toute l'aventure en compagnie de nos joueurs interprétant des Gaulois, comme si c'était fait exprès. Ils finirent par lui poser la main blanche de Saruman sur le front et tout entier le maquillèrent d'argile quand ils saisirent que le cochon se laissait faire. Mais cette histoire de sanglier-là, je vous la réserve pour un autre podcast, parce que lui, il est resté plus d'1 semaine en notre compagnie. Vous avez certainement des anecdotes de rencontres animales inopinées, vécues dans de tels environnements de nature. Dites-nous un peu en commentaire comment cela s'est passé pour vous. Régalez-nous. Jouer en pleine nature, c'est aussi devoir faire face aux éléments, tout aussi merveilleux qu'effrayants.
quand nous étions sur les plateaux et qu'un épais cumulus se brisait sur le rocher, le brouillard était si épais qu'il n'était pas possible de voir plus loin que le bout de son épée. Comment ne pas être émerveillé, tout autant que terrifié, quand au petit matin d'une aventure viking, au lever du jour, au sortir de sa tente, on se rend compte que d'un coup, tout est couvert d'un épais manteau enneigé. C'est la météo qui finit par me donner la plus importante de toutes les leçons. Celle de soigner la qualité de ses équipements lors de la réalisation de ses investissements. C'était la première fois que j'organisais un jeu de rôle grandeur nature en pleine nature dans le Var. L'excellent maître Marcelin nous offrit la chance de pouvoir organiser notre plus grand projet au cœur de son domaine protégé. 90 hectares de beauté, 2 collines boisées, des espaces de pâturage dégagés, 6 plans d'eau, un ruisseau, un petit hameau en ruine dissimulé dans les bois, quelques fours à chaux perdus dans la forêt, un promontoire rocheux permettant de surplomber le tout, quelques vaches, quelques chèvres, quelques chevaux, des poules, des canards et bien sûr nos amis de la forêt. Une semaine sur le terrain à vivre comme des Robinson, à préparer les lieux, les mises en scène, à monter le camp, à déployer tous ces beaux et nouveaux équipements sur lesquels on comptait. Une belle tonnelle, nos vastes tentes, presque 300 joueurs étaient attendus. 5 jours d'aventure, notre plus grande organisation à l'époque. 20 ou 30 meneurs de jeu, logisticiens, tout était ficelé et fin prêt lorsque le matin de l'accueil arriva celui qu'on ne connaissait pas encore. Le vent. Une main invisible s'est alors abattue sur notre village de tente, écrasant tout. Oh, ne serait-ce pas la bibliothèque de parchemin que je vois passer là-haut dans le ciel ? Les premiers joueurs arrivent avec les premiers nuages qui s'amoncellent au-dessus de nous. Une partie de l'équipe s'active à tenter de réparer tant bien que mal les structures qui furent littéralement écrasées par le Mistral. Une autre partie de l'équipe reste accrochée de tout leur poids aux quelques structures survivantes qui tentent de se faire la malle, soulevées par l'air. L'accueil des joueurs se fait, les camps commencent à s'installer, tandis que de son côté, le ciel, lui, commence à pleurer. Une petite pluie, pas grand-chose pour la première journée. Bien que dès la fin de l'après-midi, cette pluie commence sérieusement à s'intensifier. À la nuit tombée, ce fut une véritable tempête. Je me souviens de ces joueurs venus du nord qui avaient installé un camp magnifique, parfaitement bien ancré, de larges bâches de bonne qualité, bien orientées, une impressionnante marmite chaude, toujours pleine et prête à être partagée, tandis qu'autour d'eux, le monde s'effondrait. Ils n'eurent de cesse de gentiment compatir de leur regard quelque peu moqueur face à notre inexpérience météorologique. Nous, les petits gars du Sud, pas habitués à jouer sous de telles conditions. Je me souviens aussi, couvert de ma peau de loup, tel le devin dans Astérix, dans la nuit, sous une pluie si violente qu'il me semblait que les gouttes se déplaçaient à l'horizontale, rythmées par le tonnerre et la foudre qui zébraient le ciel, tenant une torche dans chaque main. Merci les pompiers pour ce don. Déclenchant ainsi la charge des Celtes depuis le haut du pâturage sur le camp fortifié en contrebas. Je me souviens
du pompier accompagnant notre équipe, me hurlant d'arrêter d'utiliser les talkie-walkie alors que la foudre ne cessait de frapper autour de nous. Et moi, lui rétorquant, tentant de rugir plus fort que le ciel, qu'il me fallait impérativement réussir à avoir des nouvelles des meneurs de jeu perdus dans les collines boisées qui, depuis 2 heures déjà, auraient dû rentrer. Je me souviens de ce joueur que j'ai vu passer dans sa tente, emporté par les eaux, mort de rire, dévalant jusque dans le vallon. Je me souviens, le lendemain, à la première éclaircie, les joueurs désespérés, trempés jusqu'à la moelle, m'invitant à constater l'état de leur camp et de leurs effets, dévastés par la tempête de la décennie qui venait de nous traverser. Nous n'étions que le 2e jour de notre grande aventure. Peut-être valait-il mieux l'eau que le feu. Mais ici, il allait falloir tout cesser. Je me souviens encore. Le divin Marcelin sur son tracteur au perché, sortant les voitures embourbées, me dire en souriant « Ah bah j'aurais dû y penser. Mon grand-père il le disait toujours, à la Saint-Pancrace, temps dégueulasse. » Les années qui ont suivi, je n'achetais plus mes tentes et mes structures que dans les surplus militaires d'Europe de l'Est. Ça n'était plus des piquets mais des poutres. Ça n'était plus des sardines, mais des rails de chemin de fer taillés. Ces tentes et abris que j'ai achetés il y a 25 ans, aujourd'hui encore je continue de les voir tourner. Les vents et la pluie finirent ainsi de peaufiner ma formation concernant les jeux de rôle grandeur nature, organisés en pleine nature. Si vous aussi, vous avez déjà vécu ce genre d'aventure, partagez avec nous vos anecdotes, vos merveilles et vos infortunes. Racontez-nous, que vous soyez joueur ou organisateur, passionné ou simple campeur, comment vous aussi, vous avez traversé et découvert cet environnement qui aurait dû rester le nôtre, que nous adorons encore fréquenter, mais pour lequel, il faut bien l'avouer, nous ne sommes plus tant que ça bien adaptés. Si ce podcast vous a plu, s'il vous a fait un peu voyager, si son sujet vous a intéressé, si les expériences racontées vous ont motivé ou pas, alors s'il vous plaît, pensez à liker, à partager, à commenter. Dites-nous si les sujets abordés vous inspirent, vous intéressent, pour de prochains sujets que l'on pourrait enregistrer. Est-ce que vous avez des envies, des suggestions ? Je suis Simba, votre humble narrateur, créateur de jeux et d'aventures, passionné de grandeur nature. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mesdames, messieurs, acceptez mes plus ludiques salutations et rendez-vous à la prochaine narration.